Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce dimanche 31 mars 2019. Vous nous suivez en direct sur Facebook, RPA Idjouidiabanyagihugu, ou encore sur YouTube, Radio Publique Africaine. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. La sécurité des réfugiés burundais dans les camps en République unie de Tanzanie se détériore de plus en plus. Dans son magazine, nous visiterons les camps de Nduta et Mutenderi. La CAT Burundi déplore la lenteur ou encore la mauvaise volonté observée dans la libération des prisonniers qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle. Et dans la rubrique Ubahuka, nous vous parlerons de la traite et trafic des enfants qui deviennent aujourd'hui une triste réalité au Burundi. À la présentation, vous êtes avec Jean-Denis Nazoué, à la cabine de son ingénieur Égide Mwemero avec Jean-Pierre Nimfachidje pour la prise d'image. Tout de suite, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue. Les réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie s'inquiètent de leur sécurité. La nuit de ce samedi, des coups de feu ont été entendus au chef-lieu du district de Kibondo, un district qui héberge le camp d'Onduta. Une situation qui succède à l'attaque des hommes armés non identifiés dans ce camp. C'était vendredi dernier. Attaque menée dans la zone 13 et au cours de laquelle 2 personnes ont été grièvement blessées. N'est-ce pas, bon fils Nyongere? Les réfugiés se basent sur le fait que la nuit de ce samedi, des crépitements d'armes ont été entendus au centre urbain de Kibondo. Des sources tanzaniennes parlent d'une attaque de bandits armés en provenance du Burundi. Les mêmes sources indiquent que 5 d'entre eux auraient été tués sur le champ. La peur des réfugiés burundais est également liée au fait que la nuit de ce vendredi, le camp a été attaqué par des hommes armés non identifiés précisément dans la zone 19 au 13e village. Un réfugié d'Onduta qui faisait une ronde nocturne ce jour-là témoigne. Ils nous ont demandé le mobile de notre présence sur le lieu. Nous leur avons répondu que nous étions là pour faire une ronde nocturne. Ils nous ont ordonné de nous coucher par terre. Par après, ils nous ont battus avec des crosses de fusil. Et d'entre nous a été frappé au niveau de l'œil par le canon du fusil de ces hommes armés. Nous étions au nombre de 8, mais 2 seulement sont dans un état critique. Dans ce même cas d'Onduta, mercredi dernier, en date du 27 mars 2019, la police tanzanienne a procédé à l'arrestation de 9 réfugiés accusés d'avoir été dans les corps de défense de sécurité avant de fuir le pays et ont été conduits vers une destination jusqu'ici inconnue. Leurs proches craignent qu'ils auraient été forcément rapatriés au Burundi. Les réfugiés burundais d'Onduta demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de veiller sur leur sécurité. Nous demandons au HCR et au gouvernement tanzanien de suivre de près la question relative à la sécurité des réfugiés. Les réfugiés d'Onduta accusent la police tanzanienne de ne pas intervenir à temps une fois alertés. Ces réfugiés craignent que dans les proximités du camp, il y aurait un groupe de bandits armés en provenance du Burundi qui serait même des Imbonerakure. Selon ces réfugiés, les autorités tanzaniennes chantent souvent que les fauteurs de troubles sont toujours des Burundais dans ce district de Kibondo, frontalier avec le Burundi. C'était un reportage signé Bonfils Nyongere. Presque même scénario au camp de Mutenderi où les réfugiés vivent une peur panique. Ils craignent une probable généralisation de l'insécurité dans le camp et pour cause, des groupes armés gravitent autour du camp depuis un certain temps. C'est un reportage signé Sandrine Mouliki. Il s'agit des groupes armés qui seraient composés par des gens qui parlent le Kirundi. Ce samedi, ils s'en ont pris à un réfugié qui se rendait dans les champs. Ce dernier a été dépouillé de son âge. Ce samedi, dans la localité de Kanyambero, un réfugié qui se rendait dans les champs a été attaqué par un groupe de 6 hommes en tenue militaire et portant des armes à feu. Il a été libéré parce qu'il leur a donné l'argent qu'il avait sur lui. Après ce coup,
coup, les témoins révèlent que le groupe a violé une fille en présence de ses parents. Ils ont ensuite violé une jeune fille devant ses parents. Ceci fait trembler tous les réfugiés. Au camp de Mutenderi, l'on pense que ces groupes sont constitués des émissaires du gouvernement du Burundi. Partant de ce que l'on nous dit que si nous ne rentrons pas de notre gré, on nous y obligera, on en déduit que ces groupes sont composés d'Imbonerakure envoyés par le gouvernement du Burundi. Ils ont pour mission de nous déstabiliser. Pour rappel, lors de sa visite dans la région au mois de février dernier, le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a affirmé que l'insécurité qui règne dans la localité a des liens avec la présence des réfugiés burundais dans ce secteur. Merci à Sandrine Mouliki. Page droits de l'homme à présent. Un habitant de la colline Kirekura, zone Maranvia, en commune Mutimbuzi, est sans trace depuis jeudi dernier. Ceux qui l'ont vu pour la dernière fois révèlent qu'il a été enlevé à partir d'un bistrot situé à la 12e transversale de ce même secteur, puis embarqué à bord d'un véhicule de type Hilux aux vitres teintées. C'est un reportage de Emmanuel Niungeku. Janvier Ndikumana, alias Soso, a été kidnappé par deux individus dans l'après-midi de jeudi dernier. Les informations fournies par les habitants de la colline Kirekura, où résidait ce citoyen, révèlent qu'il a été enlevé par des gens en tenue civile et armés de deux fusils de type pistolet. Les mêmes informations livrées par la population ajoutent que ces ravisseurs, qui seraient des agents du service national de renseignement burundais, l'ont interpellé au moment où il était dans un bistrot situé à la 12e transversale sur la colline Nyamabere, un bistrot qui appartient à un certain Jean-Pierre. Après son interpellation, ses sources précisent qu'il a été sorti du bistrot, canon contre la tête, puis embarqué à bord d'un véhicule au rouge de type Hilux et aux vitres teintées. La destination de la victime reste jusque-là inconnue. Ceux qui étaient sur le lieu indiquent qu'ils n'ont pas pu identifier le numéro d'immatriculation de ce véhicule, un enlèvement qui inquiète la population de la colline Kirekura. Janvier Ndikumana, dit Soso, était membre du FNL avant qu'il change d'appellation en CNL. Il aurait par la suite intégré le parti CNDD-FDD. Nous avons essayé de contacter par téléphone Iriba Tungwanayo, chef du secteur Kirekura, ainsi que Jean-Marie Turahiriwe, chef du secteur Nyamabere, mais sans succès. Merci à Emmanuel Niungeko. L'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT, s'inquiète de la non-transparence qui caractérise la commission du ministère de la Justice pour la libération des prisonniers concernés par la grâce présidentielle. Maître Claude Niburumunsi, chargé des questions juridiques au sein de l'ACAT Burundi, déplore le fait que les prisonniers politiques en soient victimes. Oui, au niveau de la CAT, nous avons une inquiétude par rapport à cette activité qui a été lancée par le ministère de la Justice. On dit que c'est une activité qui est dans le cadre de la réconciliation nationale, mais ce que nous constatons, c'est que dans la plupart des cas, les prisonniers qui sont poursuivis pour des crimes à caractère politique ne sont pas concernés par cette mesure. Après, ce qu'on a entendu, c'est que le ministre de la Justice a parlé aux prisonniers dans le cadre du lancement de cette campagne, que les prisonniers seront libérés, mais sans toutefois qu'il y ait une ordonnance ou un décret qui montre bien que les prisonniers politiques seront concernés par cette mesure. Mais nous demandons que les choses se fassent au clair, que les prisonniers politiques ou les prisonniers soient considérés au même pied d'égalité et sans distinction aucune. C'était Maître Claude Niburumunsi, chargé des questions juridiques au sein de l'ACAT Burundi. Signalons que jeudi dernier, le ministre de la Justice a signifié que dans le cadre de la réconciliation, il y aura une campagne de libération des prisonniers. Page gouvernance, le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines met en garde le personnel de la Régie des eaux quant à la pratique de détournement qui s'observe au sein de cette entreprise sous de différents angles. Comme Manila Kidza dénonce notamment l'achat des matériaux hors usage. Les responsables de la Régie des eaux ont à cet effet un délai d'une semaine pour couper court contre ce phénomène. Suivez ingénieur comme Manila Kidza, ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines. Il est repris en français par Emmanuel Niungeku.
Il n'y a pas d'équilibre entre les revenus et les dépenses de la régie des eaux. Actuellement, les dépenses plus que nos gagnes. Comment se fait-il que des gens font des commandes pour monter un stock mort et qu'ils continuent à prester dans une entreprise qui a des responsables? Nous avons besoin d'enlever ces résidus pour ne rester qu'avec des gens sérieux qui œuvrent réellement pour l'entreprise. La régie des eaux est au stade où il n'est pas possible qu'on continue à travailler de telle manière. J'accorde un délai d'une semaine seulement au directeur général de la régie des eaux. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est-à-dire que vous devez faire une nouvelle structure jusqu'à la semaine prochaine. Chacun selon son département. Vous devez terminer avant le 5 avril et vous allez nous dire comment vous aurez organisé cette nouvelle structure et chacun dans son service. C'était comme Manirakiza, ministre de l'hydraulique. Hausse des prix pour les matériaux de construction, surtout le sable et les pierres. Au centre urbain de Ruigi, le prix d'un camion benne rempli de pierres est passé de 50 000 à 90 000 francs burundais et il en est de même pour le sable il y a de cela 3 mois. Les constructeurs, tout comme les vendeurs de ces matériaux, indiquent que cette hausse des prix est due au changement du lieu d'extraction. Reportage signé Hermès Nivandetsi. Au centre urbain de Ruigi, les constructeurs de maisons, tout comme ceux qui pratiquent le commerce des pierres et du sable, précisent que dans moins de 3 mois, le prix de ces matériaux a sensiblement monté. Un camion benne rempli de pierres coûte aujourd'hui 90 000 francs burundais, alors qu'il coûtait 50 000 francs seulement. Le même camion rempli de sable coûte entre 90 et 100 000 francs burundais, alors qu'il s'achetait à 60 000 francs, et cela depuis 3 mois. Pour le sable extrait dans les rivières, le camion benne coûte entre 100 et 120 000 francs burundais. Les vendeurs de ces matériaux de construction font savoir que le changement du lieu d'extraction est à l'origine de cette hausse. Le sable et les pierres étaient dans le temps extraits sur la colline de Mungwe, à plus ou moins 10 km du chef-lieu de la province de Ruigi. Actuellement, ces matériaux sont extraits dans la commune de Bweru, sur la colline Kiwonangoma, à plus de 40 km du centre de la province. Les propriétaires des camions bennes, tout comme les chauffeurs, disent que le manque criant du carburant observé régulièrement dans cette province de l'est du pays est également une autre cause de la hausse du prix de ces matériaux de construction. Les commerçants de ces matériaux et les extracteurs ne savent plus à quel sens vouer dans la mesure où ils vivaient de ce trafic avec leur famille. C'était Hermès Nivandetse. Dans quelques instants, c'est dans la place à la rubrique Uwahouk. La traite et le trafic illicite des enfants est une triste réalité au Burundi. Plus de 450 enfants ont été victimes de ce trafic, selon le bilan publié par la FENADEB dans son rapport de 2018. Dans la rubrique Uwahuka de ce dimanche, la RPA vous partage les analyses et commentaires sur ces chiffres. Inès Gakids. Les chiffres de la traite des enfants au Burundi sont alarmants. Les chiffres estimatifs publiés récemment dans un rapport de la FENADEB font état de plus de 450 cas de traite et trafic des enfants identifiés dans 4 provinces au cours de l'année 2018. Pourquoi alors cette situation? Qu'en pensent les défenseurs des droits des enfants et les politiques? Y a-t-il des solutions? Dans notre émission de ce dimanche, les invités sont Florence Boivin de l'ONG Justice and Equity, Léonce Ngendakumana du parti Sawanya Frodebu et Yves Ishimwe de la FENADEB. Au micro, Inès Kakiza. Bonjour et bienvenue. Dans son rapport annuel de 2018, la FENADEB, Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, a identifié plus de 450 cas de traite et trafic des enfants au Burundi. Yves Ishimwe, le chargé du programme Monitoring des cas de violation des droits de l'enfant au sein de la FENADEB, nous résume le rapport.
La FENADEB dispose des moniteurs de violation des droits de l'enfant qui interviennent dans toutes les provinces du Burundi. Ce sont ces derniers qui ont pu rapporter 452 cas d'enfants victimes de traite ou trafic illicite, surtout vers la Tanzanie. Parmi les victimes figurent 385 garçons et 67 filles, ce qui est un nombre très important de victimes, et surtout que la plupart des enfants sont retirés du banc de l'école et doivent abandonner l'école pour partir. Les provinces les plus touchées par ce mal sociétal sont surtout les provinces limitrophes avec la Tanzanie, surtout la province de Changuzo, la province de Rutana, Ruyigi et Makamba, qui présentent un plus grand effectif de victimes. Dès le début, nous avons constaté que les victimes partent souvent avec un passeur, un trafiquant qui va les lier avec les exploitants tanzaniens ou d'autres exploitants qui vont utiliser ces enfants dans des travaux durs, dans des travaux forcés. Néanmoins, nous sommes convaincus que ces chiffres sont seulement la partie émergée de l'iceberg, car il n'y a pas d'enquête approfondie qui a été conduite pour voir le nombre exact dans toutes les collines, dans toutes les communes de ces provinces. Les résultats de notre monitoring montrent souvent que beaucoup de personnes, beaucoup de passeurs sont impliqués dans ce que je peux appeler cette exploitation d'enfants, cette traite ou trafic d'enfants. À titre d'exemple, 46 trafiquants ont été déjà identifiés dans la seule commune de Tchendajuru et ces derniers sont reconnus avoir au moins amené un enfant en Tanzanie et l'avoir lié à un exploitant. Et jusqu'aujourd'hui, de nouveaux cas continuent d'être identifiés, d'être signalés ici et là dans la communauté. La principale raison est la pauvreté qui mine beaucoup de familles et aussi l'ignorance par la communauté par rapport à ce fléau de traite, au trafic des enfants. La directrice de l'ONG canadienne Justice and Equity, qui fait des recherches sur le trafic humain au monde, dit ne pas être surprise par les chiffres rendus publics par la FENADEB. Florence Boivin explique la situation par la pauvreté et le bas niveau de l'éducation des parents. Je ne suis absolument pas étonnée avec les chiffres aussi détaillés parce que eux ils sont sur place. L'estimation elle est vraiment équivalente. C'est un désastre bien sûr parce que de toute façon il n'y a pas de possibilité pour essayer d'enrayer ça. Une des sources énormes de ce trafic humain surtout dans le sud là, c'est la pauvreté. N'oublions pas que les derniers chiffres du Burundi vous met à la dernière place des pays les plus pauvres d'Afrique et il y a à l'avant-dernière place dans le monde. Donc c'est sûr que quand il y a des gens, les bandits vont toujours dans ces pays faibles pour amener soi-disant une alternative et l'espoir que si tel enfant part à l'étranger pour surtout travailler dans les champs en Tanzanie, ils vont être bien payés, ils vont pouvoir ramener de l'argent aux parents. Et les parents, la plupart du temps, sont pas bien éduqués. Ces bandits sont des grands séducteurs. Bon, souvent, c'est même des femmes qu'on envoie. On pense pas que la femme va mentir ou c'est des mamans. Donc, dans la culture, on pense pas que les femmes sont des trafiquants. Et pourtant, il y en a plein des trafiquants. Donc, c'est sûr que une des racines, c'est non seulement la pauvreté, les parents qui sont pas bien éduqués et qui ont l'espoir que l'enfant va envoyer de l'argent. Mais ça, c'est un mensonge énorme parce que tous les enfants qui sont disparus comme ça, qui sont trafiqués à l'étranger, ils n'en voient jamais rien. On n'a plus du tout de nouvelles d'eux. Donc il faut vraiment prévenir les parents en disant mais c'est un grand mensonge, vous n'aurez pas un sou. Personne ne va vous envoyer de l'argent. Les enfants ont leur passeport enlevé et on ne sait même pas si c'est pour le travail ou si c'est pour leurs organes qu'on les tue et on vend leurs organes. Le trafic
organes est énorme et ça depuis plusieurs années dans la région. Au sein du parti Sawanya Frodebo, l'on parle d'une situation réelle qui est aggravée par la crise que traverse le pays. Léonce Ngedakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebo, regrette que certains cadres du pays soient aussi impliqués dans le trafic de ses enfants. Oui, effectivement, nous en sommes au courant, nous sommes informés. Nous connaissons même des exemples à la suite pour certains enfants, ça on le sait, mais je dois vous dire très rapidement que rien n'est surprenant dans un pays où l'homme n'est pas au centre de préoccupation du pouvoir, au centre de préoccupation il y a les intérêts sectaires, au centre de préoccupation il y a l'enrichissement illicite, on cherche l'argent par tous les moyens, c'est ainsi qu'il y a alors des organisations, des circuits qui font effectivement le trafic de ces enfants. Je suis sûr et certain que le gouvernement du Burundi est au courant de ce trafic, parce que certains de ces enfants, quand ils arrivent dans ces pays, ils sont malmenés ou ils sont maltraités, ils lancent des cris jusqu'à même à demander la fille du président de la République. Donc, le gouvernement est informé. Deuxièmement, ceux qui donnent les documents au voyage de ces enfants travaillent pour la plupart dans les institutions et les services de l'État, notamment ces services qui sont chargés de l'octroi de ces documents. Alors, les gens ou les organisateurs de ces trafiquants, ils bénéficient de l'appui de certains Burundais. C'est pour cette raison qu'il faut. Est-ce qu'on peut parler de mettre franchement du trafic? C'est vraiment malheureux de parler d'utiliser ce terme. Il faut cela avec l'appui de certains services de le Burundi. La FENADEB propose la mutualisation des moyens des institutions de l'État, des organisations de défense des droits de l'enfant et les parents pour faire face à ce trafic des enfants. Yves Ishimwe plaide aussi pour la mise en application de la loi de 2014 sur le trafic des enfants. La réponse à la traite nécessite l'effort concerté de tout un chacun, que ce soit les acteurs impliqués dans la protection de l'enfance, que ce soit la communauté, que ce soit l'administration, que ce soit les forces de l'ordre et les enfants eux-mêmes. Il faut qu'ils soient conscients du crime de traite, des conséquences qui les attendent. Surtout que la plupart des victimes, après avoir arrivé là, ils perdent tout le contact avec leur famille et du coup, on n'est pas informé sur leur situation actuelle. Nous interpellons surtout les parents d'informer leurs enfants sur ce fléau de traite, de trafic, et de les instruire sur comment éviter de tomber dans ce piège. Également, nous plaidons pour une application effective de la loi de lutte contre la traite qui est en place depuis 2014, car nous avons constaté que la plupart des trafiquants qui ont été identifiés et arrêtés ne sont pas condamnés par rapport à la loi. La loi n'est pas effectivement appliquée pour condamner les auteurs de la traite. Selon Léonce Ngendakumana, l'on doit s'attaquer d'abord aux causes de ce trafic pour trouver la bonne solution. Le parti Sawanya Frodebo appelle les parents et la communauté internationale à exiger au gouvernement d'assurer la protection des enfants.
Si on regarde la pauvreté, la misère qui tend vers la mendicité dans ce pays, le taux de chômage, le taux de croissance économique dans ce pays, le taux de développement humain, on comprendra très rapidement pourquoi les parents qui sont au courant de tout cela ferment l'œil. C'est pour répondre, c'est pour satisfaire à certains besoins et malheureusement en sacrifiant ces enfants, en sacrifiant ces jeunes. C'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le chômage qui dicte tout cela. Donc la cause principale, c'est cette pauvreté, j'y reviens, c'est la misère, c'est le chômage. Alors, que doivent faire ces parents? Ils doivent dépasser cette situation de misère, cette situation de chômage, pour exiger de l'État, qui est le premier responsable à sécuriser ces foyers. La première mission de tout gouvernement, c'est de protéger tous les citoyens. On est métier d'égalité, de punir les citoyens, ce n'est pas de les diviser, ce n'est pas de les laisser exposés à des pratiques comme ceux-là. Et généralement, il faut que les organisations chargées de protéger et de défendre les droits de la personne humaine, et particulièrement ces organisations qui s'occupent des enfants, il faut qu'ils continuent à inventorier, à faire l'inventaire de tous ces enfants qu'on implique dans ces pratiques pour que, effectivement, les parents et la communauté internationale se lèvent pour dire au gouvernement qu'il doit assurer la protection de ces enfants, assurer la mission de protéger tous les citoyens. L'engagement des médias et des responsables des églises au Burundi pourrait contribuer à arrêter le trafic humain et le trafic des enfants, fait remarquer Florence Boivin. Mais la directrice de l'ONG Justice and Equity insiste beaucoup sur la relance économique du pays et le changement des mentalités des parents comme réponse à la traite des enfants. Bien sûr, c'est une grande campagne médiatique parce que quand même dans les villages retirés, les gens écoutent la radio. C'est très difficile quand un pays n'est pas libre. Il va falloir à un moment donné même que les églises s'engagent. Le pape a demandé à ce que toutes les églises catholiques, qui sont encore majoritaires au Burundi, s'engagent contre la traite des êtres humains. Que si eux les sensibilisent, les parents, en disant mais vous n'aurez pas un sou, et au contraire vos enfants vous les reverrez plus, ils sont kidnappés ou ils sont influençables, donc ils partent en douce pendant la nuit à travers le Congo ou la Tanzanie. Et après, on ne sait pas, il y en a qu'on envoie jusqu'en Afrique du Sud. Le seul moyen, pourquoi je parle des églises, je suis plus à l'aise avec l'église catholique parce que même leur chef en a parlé. Les églises protestantes, moi, quand j'étais dans la région, j'ai formé plus de 650 pasteurs en leur donnant même une stratégie toute faite qui ne demandait pas un sou et ils ne l'ont jamais pratiqué. Donc je suis moins enclin à parler des églises avec les pasteurs évangélicals ou les protestants, mais je sais que l'église catholique est capable de le faire. Donc je ne vois pas d'autres solutions. Bien sûr, le gouvernement devrait réagir, mais c'est la situation complète du pays qui est en train de dégringoler au niveau économique à une vitesse vertigineuse et qui amène une pauvreté immense et les gens n'arrivent même plus à nourrir tous leurs enfants. Je n'excuse pas les parents. Les parents ne peuvent pas vendre leurs enfants aux autres parce que quelque part c'est ça. Les trafiquants, n'oubliez pas que les trafiquants amènent de l'argent aux parents pour leur dire voilà, c'est une avance, on vous donne par rapport au salaire qu'ils vont vous envoyer, qu'ils n'envoient jamais. Jamais parce qu'ils disparaissent. On n'a plus de traces d'eux. C'est ça le problème. Ils sont vendus pour la prostitution, pour les filles. Il faut réaliser ça aussi, que les parents voient ça. Il faut que l'Église aussi parle de ça. La plupart, même des petits-enfants, même des jeunes filles, c'est pour la prostitution. Beaucoup sont pour la prostitution.
Et c'est sur cette intervention de Florence Boivin que nous clôturons notre rubrique. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive. Merci également à tous ceux qui ont participé à la production de cette émission, sans oublier nos invités. À la prochaine. Merci à Inès Gakiza pour la présentation de la rubrique Uwahuka. Et c'est par ici, amis chers auditeurs, que nous mettons fin sur le magazine Humura Burundi de ce dimanche 31 mars 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à ingénieur Égide Mouemero pour la bonne collaboration technique. Merci également à Jean-Pierre Nifachidje pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.